pense qu'on peut commencer. À vous la parole, docteur Masmoudi. Alors, bonjour à tous. Alors, je commence avant tout par remercier les laboratoires Teriac pour m'avoir invité pour modérer ce webinaire avec notre ami professeur Hejr Aïedi. Donc, notre ami Hejr Aïedi, professeur de l'hôpital Hedi Sheker, le service de pneumologie, elle va nous parler de la place des anticoagulants oraux directs dans le traitement de l'embolie pulmonaire. Je remercie encore une fois les laboratoires Teriac et je n'oublie pas leur participation avec nous au cours du congrès de la PAX. Félicitations et merci beaucoup. Alors, ces anticoagulants oraux directs, cette nouvelle molécule qui s'ajoute actuellement à notre arsenal thérapeutique, c'est une molécule qui est nouvelle, qui a plusieurs avantages par rapport aux autres anticoagulants, chose qui nous rassure encore plus dans la prise en charge de l'embolie pulmonaire. Alors, je ne vais pas tarder à faire passer la parole à professeur Hejr Aïedi, qui va nous donner plus d'explications concernant ces molécules. Et on se rencontre tout à l'heure pour la séance questions-réponses. Merci. À vous la parole, professeur Hejr Aïedi. Merci Lilia. Donc, c'est à mon tour de remercier les laboratoires Teriac pour l'organisation de ce webinaire et pour leur confiance et leur invitation. Sans plus tarder, donc, je vais mettre ma présentation. Ça va, ça y est, l'écran est partagé? Oui. Oui, professeur Aïedi, tout est bon. D'accord. Donc, nous allons parler d'une nouvelle alternative thérapeutique dans la prise en charge de la maladie thromboembolique de façon générale, représentée par les nouveaux anticoagulants oraux. Nous savons tous que la prise en charge de la maladie thromboembolique et de l'embolie pulmonaire a connu ces 25 dernières années d'énormes progrès par la validation des scores de probabilité clinique importants dans la démarche diagnostique, par l'identification des facteurs de risque de mortalité, la codification du traitement à la phase initiale par une meilleure évaluation du risque de récidive et par une détermination de la durée optimale du traitement. Mais cette prise en charge reste quand même complexe, parfois même inadéquate aux pratiques quotidiennes. L'inadéquation tient surtout aux problèmes thérapeutiques rencontrés, parce que certes, avec les HBPM, on a une simplification du traitement à la phase initiale. Ce sont des molécules qui sont faciles à utiliser, qui ne nécessitent pas d'adaptation des doses selon des tests biologiques, mais qui restent limitées, notamment en cas d'insuffisance rénale, et qui nécessitent un relais par les antivitamines K. Ces molécules sont certes efficaces, mais elles exposent à un risque hémorragique important et nécessitent une adaptation de la posologie selon les chiffres de Linière. Dans ce contexte, l'arsenal thérapeutique de la maladie embolique est en pleine mutation et l'arrivée sur le marché de ces AOD, de ces anticoagulants oraux directs, laisse prévoir plusieurs espoirs par leur action qui est directe. Ce sont des molécules à action directe parce qu'ils sont utilisés par voie orale. Ils ne nécessitent pas de contrôle de la coagulation. On n'a pas besoin d'adapter les doses selon certains repères biologiques et surtout, ils sont à l'origine de moins d'interactions médicamenteuses que les autres anticoagulants mis sur le marché. Donc, les perspectives attendues étant importantes, nombreuses, et on espère avoir un équilibre et une balance bénéfice-risque à la faveur de ces AOD.
Ces AOD, on a deux familles d'AOD, les gatrans et l'hexaban. Les gatrans sont des inhibiteurs de la thrombine, du facteur 2 activé, et les hexabans sont des inhibiteurs de l'activité du facteur 10 activé. Donc, actuellement, on a différentes molécules parmi les anticoagulants oraux. Les anti-2A, représentés par le dabigatran, le xymélégatran étant retiré du marché étant donné la toxicité hépatique importante qu'il a entraînée lors de son utilisation. Et on a les anti-10A, représentés par le rivaroxaban, l'apixaban et l'édoxaban. L'avantage de ces AOD, c'est qu'ils ne nécessitent pas de monitoring biologique. Leur action n'est pas modifiée par le régime alimentaire. Ils entraînent moins d'interactions médicamenteuses et même pour certains, il n'y a pas de nécessité d'une introduction préalable par une héparinothérapie. Et je parle surtout du rivaroxaban. Mais la hantise de ces AOD, c'est l'absence actuellement, c'est l'absence d'anticorps, d'antagonistes, sauf pour le dabigatran, pour les anti-DISA. On n'a pas actuellement d'antagonistes et plusieurs molécules sont en cours d'essai actuellement et en cours de validation. Et les résultats semblent prometteurs pour l'instant. Ces différentes molécules ont été utilisées dans des études importantes, dans des essais cliniques en pratique quotidienne, que ce soit pour le traitement de la phase initiale de la maladie thromboembolique ou bien pour le traitement au cours du traitement d'entretien ou bien de la prévention secondaire des récidives thromboemboliques. Alors, au cours de la phase initiale de la maladie thromboembolique, plusieurs études ont été réalisées. Parmi les premières, celle qui a comparé le dabigatran à la warfarine. C'est l'étude Recover. Je rappelle que le dabigatran est un inhibiteur direct et sélectif de la thrombine, c'est-à-dire du facteur 2 activé. Son élimination, elle est essentiellement rénale. L'objectif de cette étude était de comparer l'efficacité et la tolérance du dabigatran à la warfarine pour le traitement d'un accident thromboembolique veineux. L'étude est une étude randomisée en double aveugle, multicentrique, internationale. D'ailleurs, elle a été réalisée dans à peu près 29 pays. Les malades inclus avaient soit une thrombose veineuse proximale profonde ou bien une embolie pulmonaire traitée initialement par héparinothérapie par voie intraveineuse si c'est une héparine fractionnée ou bien HPPM en sous-cutané. La randomisation étant faite 72 heures après le diagnostic, il y avait deux bras, un bras recevant un placebo de warfarine et l'autre recevant la warfarine jusqu'à l'obtention de 2 INR supérieurs à 2. Ensuite, le premier bras continuera avec le dabigatran à la dose de 150 mg 2 fois par jour et le deuxième avec la warfarine. Un INR étant réalisé tous les 11 jours pour les deux bras pour ne pas lever le double aveugle et le traitement étant poursuivi pendant 6 mois. Le critère principal d'efficacité étant la récidive de thrombose symptomatique létale ou non, et le critère de sécurité étant la survenue d'événements hémorragiques, notamment du syndrome coronarien ou bien d'événements secondaires. Au terme de cette étude, on a remarqué que le dabigatran est non inférieur aux AVK en ce qui concerne le critère primaire, c'est-à-dire d'efficacité. En effet, l'incidence de récidive était de 2,4% avec le dabigatran versus 2,1% avec la warfarine. Par contre, le risque hémorragique était beaucoup moins important avec le dabigatran qu'avec la warfarine, respectivement 1,6% versus 1,9% pour les hémorragies majeures et 5,6% versus 8,8% pour les hémorragies non majeures mais cliniquement significatives. Donc, en conclusion, cette étude Recover a prouvé que le dabigatran n'était pas inférieur en termes d'efficacité par rapport à la warfarine et que le risque hémorragique sous dabigatran était similaire ou même plus faible que sous warfarine.
Le deuxième grand essai, c'est l'essai Einstein. Au cours de ces études Einstein, parce qu'il y a plusieurs études Einstein, au cours de ces études, on a comparé le rivaroxaban, qui est un inhibiteur direct et sélectif du facteur 10 activé avec une élimination mixte essentiellement hépatique. On l'a comparé avec un traitement classique par l'enoxaparine relayé par les antivitamines K. Les études réalisées sont des études de non-infériorité conduites en ouvert, randomisées. Les malades présentaient soit une thrombose veineuse profonde proximale aiguë symptomatique dans l'étude Einstein-DVT, soit une embolie pulmonaire dans l'étude Einstein-embolie pulmonaire PE. Là aussi, le critère principal d'efficacité étant la récidive d'événements thromboemboliques et le critère de sécurité, la survenue de saignements majeurs ou bien de saignements non majeurs, mais cliniquement significatifs. Les malades étaient randomisés juste après le diagnostic de thrombose veineuse proximale ou d'embolie pulmonaire, donc au plus tard de 48 heures, en deux bras. Le premier bras recevant le rivaroxaban à la dose de 15 mg 2 fois par jour pendant 21 jours, puis poursuivi pendant 3, 6 ou 12 mois à la dose de 20 mg une fois par jour, et le deuxième bras recevant une héparinothérapie ou bien fondaparinux avec AVK, et l'AVK sera poursuivi là aussi pendant 3, 6 ou 12 mois. Dans l'étude, la première étude pour les malades porteurs de thrombose veineuse profonde, on a recensé à peu près 3500 malades. Au terme de cette étude, on a remarqué qu'en termes de récidive, l'incidence des récidives des événements thromboemboliques était meilleure avec le rivaroxaban 2,1 versus 3% avec l'enoxaparine AVK. Par contre, je ne sais pas, il y a un petit problème. Par contre, le risque hémorragique était beaucoup plus important avec le groupe de traitement conventionnel standard, enoxaparine AVK, qu'avec le rivaroxaban. Dans l'étude Einstein-PE, donc de ceux qu'on a recensé à peu près 4800 patients porteurs d'embolie pulmonaire, ils recevaient donc soit le rivaroxaban, soit un traitement standard enoxaparine AVK. Au terme de cette étude, on a remarqué une incidence de récidive d'environ 1,7% dans le groupe rivaroxaban et 1,6% dans le groupe thérapie standard. Par contre, le risque hémorragique était beaucoup moins important avec le rivaroxaban qu'avec la thérapie standard, avec une diminution d'environ 69% du risque hémorragique. C'est pour cela d'ailleurs qu'on a conclu à la non-infériorité du rivaroxaban par rapport au traitement classique enoxaparine AVK et avec surtout une diminution significative du risque relatif de saignement. Et chose encore plus importante, ces résultats étaient concordants et homogènes, quelle que soit la durée du traitement, 3, 6 ou 12 mois, et dans tous les sous-groupes analysés, même chez les personnes âgées et même chez les personnes qui avaient un faible poids inférieur à 50 kg. Troisième grand essai clinique, c'est l'étude Amplify. Cette étude, c'est une étude randomisée en double aveugle, avec deux bras, le premier recevant de l'apixaban et le deuxième recevant un traitement classique standard, enoxaparine suivi de varfarine. Les critères primaires d'efficacité étant toujours les mêmes, les récidives d'événements thromboemboliques ou bien le décès relatif aux thromboses veineuses profondes et le critère de sécurité étant la survenue de saignements majeurs. Là aussi, cette étude n'a fait que conforter ce que nous avons déjà retrouvé avec les deux autres essais, c'est-à-dire la non-infériorité de l'apixaban avec la sécurité d'emploi et la bonne tolérance. Donc, on a une diminution du saignement avec l'apixaban et pratiquement les mêmes incidences qu'avec le traitement conventionnel avec l'apixaban, même meilleur. Et ceci malgré l'absence d'un traitement au préalable par HPPN. On a commencé dès le départ avec l'apixaban.
Une dernière étude pour l'évaluation de ces AOD dans le traitement de la prise en charge initiale de l'embolie pulmonaire, c'est l'étude OCUSE. Là aussi, c'est une étude randomisée en double aveugle qui a comparé les doxabans à la warfarine. Et comme particularité de cette étude, on avait la possibilité de réduire de moitié la dose chez les patients à haut risque hémorragique. Et qu'après 3 mois, les praticiens avaient la possibilité d'adapter la durée du traitement anticoagulant en fonction de leur jugement clinique. De toute façon, les patients étaient tous suivis pendant 12 mois, quelle que soit la durée du traitement suivi, permettant ainsi une comparaison de l'évolution entre les groupes. Les critères de jugement, là aussi, étaient toujours l'incidence de récidive symptomatique de maladie thromboembolique, thrombose veineuse profonde ou bien embolie pulmonaire fatale ou non, et les décès. Et le critère de jugement étant toujours l'incidence de saignement significatif. Au terme de cette étude, on a toujours conclu à une efficacité et sécurité de l'édoxaban, de l'AOD qui est ici, l'édoxaban par rapport au traitement classique par la warfarine. Pour résumer, les résultats de ces différentes études ont été reprises dans des méta-analyses qui ont essayé de voir l'incidence de la maladie thromboembolique et le risque hémorragique avec les AOD et leur comparaison avec les antivitamines K. Et ces méta-analyses ont conclu à une efficacité similaire avec réduction significative du risque hémorragique majeur avec les AOD par rapport aux antivitamines K. Cependant, il faut signaler qu'aucune étude jusque-là publiée n'a comparé les AOD entre eux. Donc, pas d'infériorité par rapport au traitement classique dans la prise en charge de la maladie d'embolie pulmonaire à la phase initiale. Mieux encore, il semblerait que ces AOD sont à l'origine de complications hémorragiques moins importantes qu'avec le traitement standard par les AV. Ces anticoagulants étaient aussi évalués lors de traitements prolongés de phase d'entretien de la prévention secondaire des récidives thromboemboliques. Plusieurs études ont été réalisées comparant les différentes molécules, le dabigatran, le rivaroxaban et l'apixaban, soit à un placebo, soit à la warfarine. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Dans l'étude Einstein Extension, qui est une étude randomisée avec 2 bras, un bras recevant un placebo et l'autre recevant le rivaroxaban 20 mg pendant 6 ou 12 mois, cette étude a montré que le rivaroxaban avait un risque, était à l'origine d'un risque plus faible de récidive en comparaison avec le placebo. Par contre, le risque hémorragique était plus important, mais en analysant ces risques, les sous-groupes, on a trouvé que l'incidence des risques, l'incidence de risque hémorragique était plus importante chez les malades qui recevaient de façon concomitante des antiagrégants plaquettaires, de l'aspirine ou bien des anti-inflammatoires non stéroïdiques. Lorsqu'on a analysé les 2 groupes qui prenaient le rivaroxaban, on a remarqué que l'incidence du risque d'hémorragie était plus importante dans le groupe qui recevait le rivaroxaban pendant 12 mois en comparaison avec celui de 6 mois. Par contre, il n'y avait pas de différence entre les 2 groupes de placebo qu'ils reçoivent 6 ou 12 mois de traitement. On est allé encore plus loin et dans l'étude, dans le programme Einstein 10 ans, on a comparé le rivaroxaban à l'aspirine pour le traitement d'entretien de l'embolie pulmonaire et pour la prévention secondaire des récidives emboliques. On a comparé l'aspirine 100 mg au rivaroxaban 10 et 20 mg. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé une diminution, une diminution du risque avec il n'y avait surtout pas d'augmentation significative du taux de saignement, quelle que soit la dose utilisée, que ce soit 10 ou bien 20 mg de rivaroxaban. D'ailleurs, les mêmes constatations ont été faites par l'autre étude qui a comparé l'apixaban à un placebo. On a trouvé que la réduction des doses n'a pas modifié l'efficacité,
et que par contre, il n'y avait pas d'augmentation du risque de saignement malgré 12 mois de traitement anticoagulant. Enfin, le dabigatran a été évalué à travers 2 études de Resonate et Remedy pour le traitement prolongé de l'embolie pulmonaire. La première étude a comparé le dabigatran à un placebo et a montré que le dabigatran réduit le risque de récidive d'environ de 92% par rapport au placebo avec un faible taux d'événements hémorragiques majeurs. Les mêmes constatations ont été faites avec la varfarine. On a remarqué que le dabigatran était aussi efficace que la varfarine pour la prévention des thromboembolies, de la maladie thromboembolique et des embolies pulmonaires récurrentes, avec des taux significativement plus faibles de saignement. Donc, pour récapituler toutes ces études, que ce soit les études qui ont été réalisées pour évaluer l'importance et l'apport des AOD dans le traitement initial de l'embolie pulmonaire, ou bien les études qui ont évalué les AOD pour le traitement d'entretien pour la prévention secondaire. On peut dire que les AOD ont fait preuve de leur non-infériorité par rapport aux antivitamines européennes ou bien les recommandations françaises dans le traitement de la maladie thromboembolique et le considèrent comme une alternative thérapeutique dans le traitement de cette maladie, comme l'héparine de bas poids moléculaire, comme le fondaparinux, comme l'héparine non fractionnée. D'ailleurs, le rivaroxaban et l'apixaban sont recommandés dans le traitement de thrombose veineuse proximale ou bien d'embolie pulmonaire à risque faible au risque intermédiaire faible, avec des recommandations de grade 1+. Donc, il est recommandé, fortement recommandé, de les utiliser. Une fois on opte pour l'utilisation de ces AOD pour le traitement et la prise en charge de la maladie thromboembolique, il est important d'insister sur le fait qu'on doit les utiliser comme ils ont été évalués dans les études. C'est-à-dire, si on opte pour utiliser le rivaroxaban, on peut l'utiliser d'emblée. Si on opte pour utiliser le dabigatran, on doit l'utiliser après un traitement préalable par une héparinothérapie. Donc, on doit respecter le schéma thérapeutique utilisé. En fait, il faut avouer que ces AOD ont été utilisés depuis des années comme traitement pour la prévention primaire des thromboses veineuses. Ils ont été évalués en périopératoire pour les malades qui vont bénéficier de prothèses de la hanche ou bien du genou. Et plusieurs études là aussi ont été réalisées. Ils ont toutes conclu à une réduction du risque de thrombose veineuse profonde avec risque de saignement qui n'était pas augmenté. Même en milieu médical, les traitements, les AOD ont été utilisés pour la prévention primaire des complications thromboliques. Et là aussi, on a démontré leur efficacité avec un risque élevé de complications qui était parfois un peu plus important. Alors que, par exemple, dans l'étude Magellan, l'analyse post-hoc a montré que le bénéfice, le rapport bénéfice-risque était favorable si on exclut dès le départ les patients à risque de saignement. Plus récente, l'étude de Mariner, qui a été publiée vers les années 2018, a montré une baisse de l'incidence de maladies thromboemboliques symptomatiques avec un risque hémorragique qui n'était pas majeur. Donc, en conclusion, les AOD se trouvent comme une alternative très importante, très intéressante dans la prise en charge de ce type de malade. Quelques questions pratiques me paraissent intéressantes avant d'arriver à la fin, de faire la conclusion. En fin de compte, d'après tout ce qu'on nous demande de voir, chez quel malade proposer ou éviter ces AOD. Comme nous l'avons dit, les recommandations internationales recommandent actuellement l'utilisation de ces AOD, de ces anticoagulants oraux directs dans la prise en charge de la maladie thromboembolique, notamment dans en cas de malade embolie pulmonaire à risque faible ou bien à risque intermédiaire faible. Il est même d'ailleurs suggéré de prescrire un AOD
rivaroxaban ou bien apixaban en première intention, plutôt qu'un traitement par AVK au cours des 3 premiers mois de traitement de thrombose veineuse proximale ou bien d'embolie pulmonaire à risque faible ou intermédiaire. Ces OAD sont à éviter en cas de clairance de la créatinine inférieure à 30 ml par minute. Ils sont à éviter chez les sujets fragiles, polymédicamentés ou bien ayant une embolie pulmonaire sévère. Par contre, ils sont à privilégier chez les patients éligibles pour un traitement ambulatoire de l'embolie pulmonaire. On peut se poser une autre question. En cas d'embolie pulmonaire, faut-il privilégier une HDPR ou bien suivi d'un AOD ou bien un AOD en monothérapie d'emblée? Il est conseillé toujours de classer et de classifier le risque de décès lié à l'embolie pulmonaire avant d'instaurer le traitement. En cas de risque faible, un AOD en monothérapie peut être indiqué et utilisé. Par contre, si le risque est élevé, il vaut mieux être classique, suivre un traitement conventionnel habituel jusqu'à stabilisation, puis un éventuel relais par AOD est possible. Bon, pour l'adaptation des doses et le contrôle biologique, nous avons dit dès le départ que parmi les avantages de ces médicaments, c'est qu'ils ne nécessitent pas une adaptation des doses, ils ne nécessitent pas de contrôle biologique. Pour le rivaroxaban, il peut être utilisé avec une réduction de la dose pour les malades qui ont déjà une clairance entre 30 et 49 ml. Sinon, il n'y a pas d'adaptation des doses pour les autres anticoagulants oraux directs. Une question importante en pratique pour nous, surtout pneumologues et praticiens, l'anticoagulation au cours de la maladie thromboembolique liée au cancer. Habituellement, ce sont les HBPM et la daltéparine. D'ailleurs, plusieurs études randomisées ont essayé de comparer les AOD à la daltéparine. On a remarqué que le risque était plus faible, le risque d'incidence de complications thromboemboliques était plus faible, mais le risque hémorragique était plus élevé. Cependant, actuellement, les doxabans et le rivaroxaban le rivaroxaban et le doxaban font partie de l'arsenal thérapeutique et des traitements à proposer en cas de traitement et de prise en charge des complications thromboemboliques chez le malade cancéreux. Ils doivent être évalués, tout dépendra de la nature du cancer, tout dépendra du terrain du cancéreux et de la possibilité de surveillance et de réévaluation périodique. Ce sont des médicaments qui, dorénavant, peuvent être proposés pour les malades cancéreux si on a la possibilité de le faire. AOD, interaction médicamenteuse. Ce qui a été rapporté, c'est que les macrolides inactivent les AOD ainsi que les azolés pour le rivaroxaban. L'amiodarine semble potentialiser l'effet du dabigatran. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les aspirines sont à éviter. D'ailleurs, comme je l'ai dit, parmi les complications hémorragiques au cours de l'utilisation de ces médicaments dans les essais cliniques, on a remarqué qu'une utilisation concomitante de ces traitements était à l'origine de la survenue de complications hémorragiques plus fréquentes. Quelle serait la prise en charge d'une hémorragie associée aux AOD? Bon, il est bien évident qu'en cas d'hémorragie, la première chose à analyser et à voir, c'est l'heure de la dernière prise, ainsi que la dose et le nombre des prises. De préférence, il faut avoir une idée sur la clairance de la créatinine. Et dans certains cas, probablement très rares, on peut recourir à un dosage spécifique de l'AOD. Si l'hémorragie survient dans un organe critique, par exemple une hémorragie intracérébrale ou bien intraoculaire, dans ce cas, on peut proposer, et ceci de façon consensuelle, il n'y a rien de publié ou bien rien de, disons, rien de recommandé, on peut proposer l'utilisation de concentrés de complexes prothrombiniques non activés ou bien activés.
Si l'hémorragie est non grave, bien sûr, le traitement sera symptomatique. Et en cas d'hémorragie grave, il faut toujours privilégier un geste hémostatique s'il est réalisable et ne penser à l'antagonisation que si le dosage de l'AOD est supérieur à 30 nanogrammes par millilitre. Comment gérer en périopératoire ces anticoagulants oraux directs? Le groupe d'intérêt en hémostasie périopératoire propose, selon le geste réalisé et selon le risque hémorragique évalué, le schéma suivant. En cas de risque hémorragique faible et avant le geste, il ne faut pas prendre le traitement la veille au soir ni le matin de l'acte invasif. Après, on peut reprendre le traitement à l'heure habituelle et au moins 6 heures après la fin de l'acte invasif. En cas de risque hémorragique élevé, tout dépendra de la molécule utilisée. Généralement, un arrêt est préconisé 3 à 5 jours auparavant. Puis, après le geste, l'anticoagulation à dose prophylactique peut être utilisée au moins 6 heures après l'acte invasif. Et anticoagulation à dose curative peut être utilisée dès que l'hémostase et l'état local le permettent. Bon, pour les relais et fenêtres thérapeutiques, là aussi, on peut faire un relais HBPM AOD et généralement, il est recommandé d'administrer l'AOD 24 heures après l'arrêt de la HBPM. Pour le relais AVK ADO, il est possible de faire le relais. Les AOD doivent être prescrits et démarrés si linéaire est inférieur à 2. Juste à titre d'exemple, ici, le relais AVK rivaroxaban, on peut l'utiliser. Commencer avec le rivaroxaban dès que le linéaire est inférieur à 2,5. Mais chose importante, il faut toujours veiller à ce que le traitement soit de 21 jours dans un premier temps. Si le traitement est curatif, là aussi, la durée de 21 jours doit être respectée. Juste à titre d'exemple, si on a prescrit dans un premier temps des HBPM pendant 10 jours, il faut continuer le rivaroxaban à la dose curative de 2 fois 15 mg pendant 11 jours pour totaliser la durée de 21 jours. Donc, pour conclure, je dirais que ces AOD, que ces anticoagulants oraux directs, constituent de nos jours une réévolution de l'arsenal thérapeutique de la prise en charge de la maladie thromboembolique par la facilité de leur utilisation, par leur efficacité et la sécurité qu'ils ont démontrées tout au long des différentes études jusque-là publiées. Mais dans tous les cas, il faut être toujours vigilant et tenir compte de certaines précautions avant d'envisager une utilisation généralisée. La décision, je crois que sur le plan pratique, il est important de préciser que la décision de recourir à un AOD reste dans tous les cas une décision qui doit être individualisée, qui doit être idéalement adaptée et partagée avec le patient. Le développement d'antidotes spécifiques, certainement, est un pas en avant significatif dans la gestion des complications hémorragiques de ces traitements. Voilà, j'espère avoir été claire et surtout j'espère avoir été pratique. J'ai piqué cette diapositive en fait à notre présentation. J'ai changé le Z par un X pour dire que son nom est le signe de la pointe de son épée d'un X qui veut dire Xaban. Je vous remercie. Oui, merci professeur Ayedi pour cette belle présentation. Oui, c'est vrai, un anticoagulant à dose fixe et sans suivi biologique avec une action rapide sur 2-3 heures, ça ne peut être qu'attractif. Il faut juste suivre les recommandations et suivre les précautions d'emploi pour avoir un résultat probant et sans effet secondaire. Alors, je vais commencer par voir est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées. Alors, docteur Yengi, donc professeur Yengi, est-ce que les AOD, elle vous dit, est-ce que les AOD pourraient avoir un bénéfice pour les embolies pulmonaires du cancéreux par rapport au HBPM? Donc, vous avez déjà... On l'a déjà signalé, oui, ils sont actuellement recommandés, même dans les consensus internationaux. Tout dépendra du risque hémorragique. Il faut faire une évaluation du risque hémorragique et de la nature du cancer, bien sûr, à éviter de préférence dans les cancers digestifs, etc. Mais généralement, on peut les incorporer dans l'arsenal thérapeutique de la prise en charge de la maladie thromboembolique, même chez les cancers. Oui.
Najla Bahloul, elle vous pose, oui, c'est la même question, c'est les AOD avec la maladie thromboembolique et les cancers évolutifs. D'accord. Donc, c'est la même, donc on a déjà la réponse. J'ai juste une petite question à vous poser, Madame Ayedi. Pour l'étude Einstein-EP que vous avez présentée tout à l'heure, qui a été publiée sur la New England Journal, vous avez parlé du risque hémorragique en comparant l'enoxaparine avec les AOD. Et on a vu qu'il y a une baisse très importante du risque hémorragique en utilisant les anticoagulants oraux directs. Oui. Juste, j'ai voulu une petite clarification. Est-ce que ce n'est pas à cause cette baisse importante du risque hémorragique et n'est pas due à l'absence du risque de thrombopénie qu'on voit fréquemment avec les HBPM? Ils ont comparé avec la HBPM, puis ensuite avec le relié par les AVK. Ça pourrait être, mais généralement, même lorsqu'on a analysé les différents sous-groupes, on n'a pas trouvé une thrombopénie chez les malades qui avaient le risque hémorragique supérieur. D'accord. Sans rapport avec, mais c'est une des explications plausibles. Parce que l'écart, il est assez important. C'est une réduction d'environ 69% du risque. Et c'est d'ailleurs, c'est pour cela que le rivaroxaban trouve actuellement sa place dans la prise en charge de la maladie thromboembolique. Oui, effectivement. Je vois, est-ce qu'il y a une autre question? Donc, en attendant encore les questions, juste une petite remarque concernant l'antidote. Donc, on parle ces derniers jours à l'étranger, l'andexanète alpha. Est-ce que je pense qu'ils sont encore à laisser. Ils sont encore à laisser. Et donc, il n'y a rien pour le moment de préconiser, disons. Donc, est-ce qu'il n'est pas maintenant, il est utilisé en France, non? Non. Non. Il est encore à laisser. Il n'est pas encore validé. D'accord. OK. Alors, il y a une autre question. S'il vous plaît, une idée sur le prix des AOD. Donc, c'est... je pense posé pour les Sana, elle peut nous répondre. Sana, tu peux prendre la parole pour lui répondre sur l'idée sur les prix des différentes formes. Effectivement, déjà, je ne peux que commencer par remercier professeur Hejra Ayedi pour sa présentation. Donc, merci d'accepter d'être notre oratrice. Merci à vous-même, Dr Lilia, de nous animer cette séance. Côté prix, en fait, pour vous simplifier, le comprimé de Ixaban, quelle que soit la présentation, le dosage, il est à 3 dinars 800 millilitres. Après, donc juste, il suffit de multiplier par le nombre de comprimés par boîte, mais quel que soit le 10, le 15, voilà, le 20 mg, le prix du comprimé, c'est à 3 dinars 800. Et surtout, c'est presque, on est à moitié prix par rapport à l'HBPM, et on parle même générique, pas princeps. Oui. Madame Ayedi, avec cette épidémie du Covid, les derniers mois, on était parfois amené à prescrire les AOD chez les patients Covid, qui sont stables, qui n'ont pas de facteurs, de signes de gravité et d'incidence respiratoire. Là, on n'a pas l'AMM, mais on a quand même suivi les recommandations. Qu'est-ce que vous en pensez? On n'a pas l'AMM, mais on a des études, disons, solides qui confortent notre utilisation. D'accord. Pour le moment, on n'a pas l'AMM, mais les résultats jusque-là publiés sont très encourageants. Et pourquoi pas ne pas essayer? D'accord. Et effectivement, parce que là, de toute façon, j'ai bien précisé, il faut être toujours prudent quand on utilise de tels traitements. Ça doit être individualisé, les précautions doivent être prises sur tous les plans, en prenant en considération l'état du malade, la capacité
sa capacité pour suivre un tel traitement, etc. Oui, la fonction rénale surtout, c'est qu'il faut bien calculer la clairance selon la méthode de doit Koch. être calculée. D'ailleurs, sont contre-indiquées, pratiquement toutes les molécules sont contre-indiquées inférieures à 30 ml par minute. Attends, oui, d'accord. Sauf le rivaroxaban, entre 30 et 49, on peut diminuer la dose. Oui. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'utilise avec une dose fixe qui ne dépend ni du poids ni de l'âge. Elle dépend. C'est l'avantage de tel traitement. Oui, effectivement. Alors, on va regarder s'il y a encore des questions. Non, il n'y en a pas. Je reviens encore sur le Covid. Lorsqu'on a commencé à les prescrire, les AOD, au tout début, ils nous ont présenté le produit, je pense au mois de décembre, c'est ça, au mois de janvier. Donc, on a commencé un peu à les prescrire, puis j'ai ressenti qu'il y a un petit recul, hein, qui ne dépend pas des résultats, hein, mais parce qu'on a eu beaucoup de cas d'aggravation de patients et puis on n'a pas trouvé lorsqu'on on travaillait hors AMM, c'était quand même assez délicat. Assez délicat et tu as une double responsabilité. Donc, c'est vrai que les recommandations, les résultats, ils sont trop bons, mais travailler hors AMM, ça reste toujours une contrainte. Donc, il faut évaluer le pour et le contre et faire la balance bénéfice-risque. Oui. Et pour le médecin, travailler hors AMM, ça l'engage doublement. Surtout avec le Covid, avec les complications qui sont parfois non prévisibles. Donc, il faut être prudent, tout simplement. Oui. Mais malgré que lorsqu'on a mis, lorsqu'on fait une ordonnance qui contient un AOD, tu le prescris chez un Covid, ça diminue les frais avant tout, ça facilite l'administration du traitement et surtout la période du mois de décembre où le contact avec le malade, on doit le minimiser le maximum. C'était une alternative qui est assez intéressante. Hein. C'était une alternative séduisante étant donné que le malade peut prendre lui-même son traitement. On n'a pas besoin de quelqu'un pour lui injecter le HPM, diminuer le contact. Le traitement, c'est pratiquement la même chose, si ce n'est moindre, etc. Donc, c'est une opportunité, c'est un traitement qui paraît séduisant, mais quand même, il faut être prudent dans l'utilisation, c'est tout. Oui. Là, je ne sais pas, est-ce que vous avez eu des cas de complications hémorragiques chez vous dans le service? Parce que moi, personnellement, avec nos confrères, on n'a jamais, personnellement, je n'ai jamais eu de complications hémorragiques. Hein. Suite à l'utilisation d'un AOD? Oui. Pour le moment, dans le service, parce que nous travaillons avec les moyens de bord, avec les traitements disponibles, entre parenthèses, à l'hôpital. Donc, pour les malades hospitalisés, on n'a pas prescrit de traitement AOD. Sauf pour certains en ambulatoire. Et pour le moment, on n'a pas relevé de complications hémorragiques. Du moins, nous n'avons pas été contactés pour de telles complications. D'accord. Mais si j'imagine qu'on aura par hasard un accident hémorragique sous AOD, quelle conduite pourront avoir en Tunisie maintenant dans ces conditions-là? Je vous ai dit tout à l'heure pour la prise en charge en cas d'hémorragie. Tout dépendra bien sûr de l'importance de l'hémorragie et chaque fois qu'un geste classique, entre parenthèses, un traitement symptomatique est possible, il faut le préconiser. Espérant que nous n'aurons pas d'hémorragie grave qui nécessite une antagonisation. C'est tout simplement ça. Mais est-ce que les facteurs de coagulation ne sont pas, ils n'ont pas une place? Non. D'accord. OK. Alors, j'ai une autre question. Place des AOD dans le traitement du syndrome cave supérieur dans le cadre d'une néoplasie pulmonaire. C'est pratiquement la même chose. La même chose, oui. C'est pratiquement la même chose. D'ailleurs, les recommandations, j'ai mis tout à l'heure les recommandations canadiennes, elles préconisent le rivaroxaban ou bien l'édoxaban au même titre que les HPPM dans la prise en charge des complications thromboemboliques chez le malade cancéreux, quel que soit le site. D'accord. Une question, Sana,
Concernant le remboursement de ce produit, est-ce que c'est un produit qui est remboursable par la CNAM? Votre micro, Sana, on ne vous entend pas. Bon, peut-être que je Oui, vais prendre oui, la parole. oui, oui. Attendez. Pour le moment, il n'est pas encore remboursable par la CNAM, mais on a démarré une procédure pour avoir ce remboursement. Bien sûr, on a besoin de vous pour nous aider à avoir le remboursement, en faire de la pression avec nous, mais on va faire tout notre possible pour avoir le remboursement et faire profiter au maximum de patients. Donc, cette histoire de remboursement, ce ne peut être que question de temps. Donc, selon la situation, et même en cardiologie aussi, c'est la même histoire, non? C'est la même chose, oui. Pour le moment, il n'est pas remboursé et on a l'appui de la Société tunisienne de cardiologie, de chirurgie cardiovasculaire. Et ils nous appuient, ils appuient notre demande. Donc, on a besoin de pression avec nous au niveau de la CNAM pour que ça aboutisse. Mais on va faire tout notre possible pour avoir ce remboursement. D'accord. Alors, il n'y a plus de questions. Je ne sais pas. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Si, docteur Aïd, professeur Aïd, est-ce que vous avez une remarque, si vous voulez? Donc, juste pour dire qu'avec les AOD, comme avec les HPPM, il y a quelques années auparavant, donc tout dépendra de notre prescription, tout dépendra du recul du suivi des malades et tout dépendra bien sûr de la prise en charge de façon générale. Un remboursement par la CNAM serait souhaitable pour faciliter l'introduction de ce type de traitement parmi nos malades. Oui. Donc, chaque produit est intéressant si on le prescrit là où il le faut, hein, et comme il le faut. Donc, de toute façon, la CNAM va voir nos prescriptions après tout. On va prescrire selon la balance de bénéfice-risque, rapport qualité-prix entre parenthèses. Donc, tout dépendra des prescripteurs, mais les prescripteurs doivent savoir utiliser convenablement ces AOD, ne pas généraliser une telle prescription de façon hâtive. Il faut discuter même avec le malade avant d'introduire un tel traitement. Prescrire de façon rationnelle, et Inch'Allah, ça aboutira. Ce qui est certain, il est plus facile à utiliser que les HPPM, il est moins contraignant que les autres avec. Du moins pour le moment. Oui. Absolument, parce que si le produit, on le connaît petit à petit, on le prescrit petit à petit, on aura l'habitude de plus en plus. Et le grand risque, c'est lorsqu'on le prescrit à tort et on aura des accidents et des effets secondaires. Et c'est pas bien ni pour le produit ni pour le prescripteur. Dans la prescription, actuellement, à l'état des choses, à l'état de nos connaissances, il faut le prescrire en cas d'embolie pulmonaire à risque faible ou bien à risque intermédiaire faible. En cas d'embolie pulmonaire sévère, massive, il vaut mieux éviter, du moins pour le moment, la prescription de tels traitements. Donc, on doit le prescrire selon le schéma préconisé, selon le schéma utilisé dans les études et avec des précautions, comme on vous l'a dit, il faut être prudent. L'introduction d'un traitement, c'est ça. Il faut être prudent au départ, puis ça va venir petit à petit. Oui. Oui. Alors, c'est pas le type de médicament qu'on doit banaliser. C'est un traitement qui semble être efficace. C'est un traitement qui a fait preuve de son efficacité de par le monde. Donc, on doit le prescrire, mais on doit être rigoureux dans la prescription. C'est tout simplement ça. Absolument. D'accord. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Donc, je pense que je vais clôturer, non, Sana? Si oui. Tu as quelque chose à dire? Voilà. Alors, je remercie notre ami professeur Ejel Ayedi pour cette présentation. Je vous remercie tous
pour votre patience. J'espère que vous avez eu des réponses à vos questions. Alors, je vous dis au revoir et à très bientôt. Au revoir. Donc, c'est à mon tour de remercier les laboratoires Teriac pour leur confiance, pour leur invitation. Je réitère mes remerciements à tous les intervenants et bonsoir. Au revoir. On vous remercie toutes les deux et merci pour tous ceux qui ont assisté à ce webinaire et j'espère que vous avez trouvé des réponses à vos questions et ça vous a aidé à mieux prendre en charge vos patients à travers Ixaba. Inch'Allah, les AOD parce que là, c'est vraiment l'anticoagulation du futur. On commence aujourd'hui les premiers pas et certainement, c'est un produit qui vous apportera un plus pour meilleure prise en charge de vos patients. Merci à tous et à très bientôt, Inch'Allah. À très bientôt, Inch'Allah. Merci. Slema.